Comment éviter les hébergements trop achalandés ou complets à Compostelle? Première chose que je vais faire, je vais vous montrer un tableau de l'évolution de Compostelle dans les dernières années avec les plus récentes statistiques. OK? Alors, je vous partage mon écran à l'instant. Confirmez-moi. Tout va bien. Vous voyez ça. Parfait. Je vous explique tout d'abord. Compostelle, ça existe depuis pratiquement 2000 ans. OK? Bon, je ne ferai pas toute l'histoire de Compostelle ici, mais avec le temps, ça a failli disparaître, Compostelle, pour toutes sortes de raisons. Le roi de France qui n'aime plus le roi de l'Espagne, les guerres, la criminalité, les pandémies. Ben oui, hein? La récente pandémie, c'était pas la première dans l'humanité. Donc, Compostelle a eu des moments forts, des moments que ça a descendu, plus, etc. Mais à la fin des années 80, début 90, même qu'en 1988, j'ai trouvé cette statistique-là tantôt pendant que je faisais mes recherches, là, en 1988, il y avait à peine 3500 personnes qui s'étaient rendues jusqu'à Compostelle pour aller chercher leur Compostelle qu'on appelle, notre certificat d'accomplissement. Même que j'ai déjà fait une entrevue avec Charlie Desbois. Je te salue, Charlie, si jamais tu nous regardes ici, qui lui m'expliquait qu'en 1986, quand il avait fait Compostelle, il n'y avait personne sur le chemin, tellement que les gens sortaient dehors de leur maison pour le toucher pratiquement parce que, coudonc, le Messie est arrivé. Tu vois le genre? Mais à la fin des années 80, le pape a fait les Journées mondiales de la jeunesse, des JMJ. Et bien maintenant, après, on a commencé à faire des fouilles archéologiques. Ce qui fait en sorte que, oups, la ferveur, l'engouement, l'intérêt pour Compostelle est revenu. Puis là, en plus, dans notre société et tout, on avait le goût de trouver, il y a plus d'introspection qui arrive dans notre temps. Fin des années 80, il y avait la guerre froide et tout. Les gens, donc, on veut pas dans l'humanité, on cherche à comprendre des choses, puis à se faire du bien, puis prendre une pause, puis démêler. Donc, c'est un peu ça, Compostelle. Hein? Je vois vraiment là, très serré. Là. Je ne parle pas sur une grande salle, mais c'est beaucoup ça, parce qu'on marche puis on prend une pause pour nous. Donc, de plus en plus de gens étaient intéressés par ça. Quand on regarde les statistiques ici, on voit qu'à la fin des années 80, écoute, c'est presque à zéro. Là. Mais là, tout à coup, on voit la courbe, et ça monte, et ça monte. Puis là, oui, il y a des espèces d'élan. J'expliquerai tantôt un petit peu c'est quoi. Là. Et vous voyez comment ça monte. Et puis, évidemment, on voit quand la pandémie est arrivée en 2020, il n'y a pas eu, quand même eu presque 50 000 personnes là, qui ont marché à Compostelle. En 2021, il y a eu à peu près 150 000. Mais en 2022, 400 000 personnes ont marché Compostelle. C'est comme, je ne sais pas si on a des statistiques de l'époque des pèlerins d'il y a des centaines d'années, là, mais hey, 400 000 personnes. Inquiète-toi pas, ils n'étaient pas là la même journée en même temps, là. C'est sur un an, tout ça. Mais c'est essentiellement estival, hein? Printemps, été, automne. Et ça veut dire que 400 personnes qui sont rendues jusqu'à Compostelle, sont peut-être pas allés jusqu'à Fistera ou encore à Mouchia, mais au moins jusqu'à Compostelle, au bureau des pèlerins, pour aller chercher leur diplôme, leur Compostella, si vous voulez. Puis juste pour terminer l'histoire, j'en parle plus dans mes autres vidéos, mais les élans qu'on voit, là, comme en 83, 89, etc., ça, c'est ce qu'on appelle les années jacquaires. C'est quand la fête de Saint-Jacques tombe, le 25 juillet tombe un dimanche. Donc, il y a encore plus de festivités, puis supposément qu'on est pardonné de tous nos péchés également. Donc, il y a plus de gens qui y vont. L'année jacquaire devait avoir lieu en 2021. Avec la COVID, il n'y en a pas vraiment eu. Il y a quand même eu 150 000 personnes qui sont allées faire Compostelle. Et donc, on a transmis, bien que le 25 juillet, ce n'était pas un dimanche, on a transféré l'année jacquaire en 2022. Ce qui explique un peu pourquoi il y a eu 400 000 personnes en 2022. On verra en 2023 si ça va continuer sur cet élan-là. J'ai bien l'impression que oui. Ce qui crée évidemment certaines situations, là, des fois, pour ce qui est de l'hébergement, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on met en place le tableau, tu vois comment ça prend en popularité Compostelle, comment ça grandit et tout. Et ça fait en sorte que, d'ailleurs, ça causait un petit peu des situations cette année avec les locaux. Hein, on commence à avoir du monde en place, là, tu sais, là. Et je vais te présenter d'ailleurs quelques articles, quelques reportages qui ont eu lieu cette année qui parlaient justement de ça. Là, soyez pas insultés ceux qui sont habitués
faire Compostelle, que vous soyez européen ou québécois, et qui aime s'appeler pèlerin. Moi-même, je me considère pèlerin. J'explique tout ça dans une autre vidéo. C'est quoi un pèlerin? Ça n'a pas juste une connotation religieuse, là. OK? C'est autre chose. Grosso modo, là, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est un lieu sacré qui n'est pas obligé d'être une église, puis c'est de l'introspection. OK? Là, je vais utiliser le mot touriste. Parce qu'en bout de ligne, en étant marcheur, on apporte quelque chose à l'économie. Pour le domaine économique, on est aussi des touristes. OK? Et c'est pour ça que je vous présente justement cette une petite recherche rapide que j'ai faite. Vous pouvez la faire même de votre côté, là. Quand on fait une recherche sur Google et qu'on recherche donc tourisme, Compostelle et tout, il y a quelques articles qui ressortent et qui nous font réaliser que la popularité de Compostelle, entre autres cet article ici qui est sorti, c'était au mois d'août passé. Saint-Jacques-de-Compostelle va-t-elle devoir prendre des mesures contre le tourisme de masse? Et on explique, grosso modo, ici, là, dans cet article, comment il y a de plus en plus, des hordes de visiteurs également. Puis là, je ne suis pas là pour faire peur, inquiétez-vous pas, j'ai des solutions. Là. Je vais vous expliquer pourquoi on dit ça, puis comment on peut éviter ça. Parce que c'est pas ça qu'on veut vivre, nous. Hein, on parle ici de l'année sainte, justement, l'année jacquaire, là, et ainsi de suite. Donc, vous pourrez, si ça vous tente, là, de faire vous-même votre recherche là-dessus. Hein, vous avez juste à faire, là, dans mon Google, j'ai fait tourisme de masse Compostelle, puis il est sorti, il est sorti d'autres articles également. Regardez, le ras-le-bol des habitants de Saint-Jacques. Ça, c'était également du mois d'août 2022, donc où on expliquait tout ça. Évidemment, non seulement il y a beaucoup de monde, ça fait en sorte que pour les hébergements, ça peut être plus complexe des fois. Et ça, je l'entends depuis quelque temps, cette situation-là. Bien qu'avant, elle n'était pas vraiment fondée. C'était une légende urbaine, mais de plus en plus, ça arrive. Malheureusement, ce que ça donne, c'est qu'il y a des gens qui vont partir... quand ils sont dans certains moments dans l'année, ils vont partir très tôt le matin de leur hébergement pour aller à leur destination et arriver sur l'heure du midi, début d'après-midi, pour être certain d'avoir une place, faire la file. C'est pas partout comme ça. Encore une fois, je tiens à dire, là, vous allez voir, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des moments, on va en parler de ça. Puis il y a des solutions à ça. Mais ça fait en sorte que quelqu'un qui veut aller faire Compostelle pour décrocher, se faire du bien, prendre une pause, tombe dans ce tourbillon-là parce qu'il n'est pas dans le bon temps et là s'oblige, des fois par erreur, à partir tôt le matin, à stresser parce qu'il faut que j'arrive vite à mon prochain hébergement parce que sinon, je n'aurai pas de place et je vais dormir dehors. Des gens très anxieux, qui ne sont pas certains, qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, qui ne sont pas pris le temps de se préparer, de se former, vont croire ce genre de truc-là. Ou n'auront pas des outils ou des alternatives pour éviter ce genre de choses-là. OK? Et c'est ce que je vais vous outiller aujourd'hui pour éviter ça. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir quand on est à Compostelle, les lieux où on va dormir. OK? Les lieux où on va dormir, généralement, on appelle ça des albergués. Okay? Surtout quand on est en Espagne ou au Portugal. En France, c'est autre chose. C'est plus des demi-pensions qu'on appelle. C'est plus un style Airbnb avec un repas puis un coucher. Mais surtout dans le cœur, là, quand on est à Compostelle, quand on est en Espagne ou encore quand on arrive du Portugal, on va dormir dans des albergués. L'albergué veut dire auberge, OK? Là? Il y a des albergués privés et des albergués municipaux. Si tu veux vivre le rythme du chemin, va dans les albergués municipaux. De un, sont moins dispendieuses. Il y en a souvent plus, puis il y en a dans pratiquement tous les villages. Et puis, c'est ça. Puis la plupart du temps aussi, comme mon plus récent voyage quand j'étais au Portugal, c'est beau, c'est propre, c'est bien. Tu peux arriver dans un albergué qui date un peu plus longtemps, puis c'est peut-être un peu plus vieillot. Okay, ça peut arriver, là. Mais les albergués municipaux, c'est bien. Puis de plus en plus, aussi, dans les nouveaux albergués, tu as ton petit coin privé. Privé, je veux dire, des fois, il y a des grands panneaux entre les lits et tout. Parce qu'on a déjà vu des images. Il y a certains endroits où c'est des gros albergués, là. Écoute, c'est lit à côté de lit, puis on se voit, puis il y en a peut-être 200 personnes là, dans... Ça peut arriver, ça aussi. Donc, il y a les albergués privés ou encore les albergués municipaux. La différence, albergué privé, ben, tu peux avoir dans un albergué privé aussi des chambres privées, si tu veux. Ça fait un petit hôtel, mais pas tout à fait. C'est quand même toujours moins dispendieux. C'est comme auberge de jeunesse. Les deux que je viens de vous parler là, c'est comme une auberge de jeunesse qui peut être une coopérative, puis une autre auberge de jeunesse qui peut être plus privée. Donc, c'est le même principe, dans des dortoirs. Il y a également, à Compostelle,
sur le chemin des hôtels, si tu veux. Les hôtels peuvent être le fun si tu ne trouves pas ailleurs, ou encore tu veux vraiment avoir un petit moment de pause, mais je les encourage moins parce que c'est pas là que tu vas vivre le chemin. C'est pas là que tu vas répondre à ton plaisir, à ton désir sur place. Je comprends quand on n'a jamais fait Compostelle. Puis que là, on entend parler, on va être dans un dortoir avec plein de monde, ça va ronfler, puis ça va bouger. Relax. La première chose que tu dois faire quand tu veux vivre cette aventure-là, c'est le lâcher-prise. Si pour toi, juste le mot lâcher-prise te fait peur, t'es peut-être pas rendu à aller faire Compostelle. Parce qu'aller faire Compostelle ou de la rando communautaire comme ça, puis toujours dormir dans des 5 étoiles, tu passes à côté de l'expérience. C'est malheureusement souvent aussi ce qui arrive dans des voyages organisés. Vous en voyez peut-être, ça vous rassure, je vais être organisé, encadré et tout. Oui, tu vas être organisé. Puis tu vas carrément passer à côté de l'expérience de Compostelle. OK? Mais d'y aller une fois de temps en temps parce que c'est complet ou parce que ce soir, je vais être plus dans ma bulle, c'est correct. Mais le jour où vous allez le faire, je sais, je l'ai fait. Vous allez dans un hôtel privé, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous cherchez tout le monde. Parce que ça fait partie du plaisir, du désir d'être avec les autres, d'échanger également. Puis je vais vous dire de quoi. Après 3-4 jours sur le chemin, puis marcher du 15, 20, 25 km que vous n'êtes pas habitué de faire, le soir, quand tu te couches, tu dors. Tu mets des bouchons, puis ça va bien. Bon, OK? C'est sûr qu'il peut y avoir des fois plus de bruit, quoi que ce soit, mais tu dors. Bon, ça, je viens de régler ça. Le tourisme de masse et donc les endroits où on peut dormir. Ah oui, l'autre truc aussi où on peut aller dormir, ben, il y en a qui vont faire du bivouac. C'est un terme un peu moins connu en Amérique du Nord, surtout pour le Québec. C'est comme du camping sauvage, finalement. Grosso modo, là, c'est du camping sauvage. Tu as une petite tente ou quelque chose qui fait comme une couverture pour toi, puis tu vas dormir ici. Là. Ça, c'est pas toujours évident, parce que des campings, il n'y en a pas tout le temps sur le chemin. OK? Puis, il y a des endroits où on n'aime pas voir des gens faire ça partout. On veut plus qu'ils soient dans un endroit officiel. Mais ça se peut, ça se fait. On le voit régulièrement, des gens qui vont le faire. Là, ça va te coûter encore moins cher, mais il faut juste que tu trouves les endroits pour le faire. OK? Donc, ça, c'est les différents endroits où on peut dormir. Je vais te montrer une prochaine diapo pour commencer à trouver des solutions maintenant. Okay, là, je t'ai mis comme le portrait là, épeurant et tout, mais évidemment, il y a des solutions pour tout ça. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Compostelle, là, c'est pas juste un chemin. Il n'y a pas juste un chemin qui mène à New York. Arrives-tu de la Floride? Arrives-tu de la Californie? Arrives-tu de Vancouver? Arrives-tu de Montréal? Comprends-tu, là? Il y a différents chemins qui convergent vers New York. C'est le même principe pour Compostelle. Je te montre ça. Si tu n'as jamais vu cette carte-là, ça va être une révolution pour toi. Alors, voici la carte des chemins de Compostelle. OK? Alors, il y a différents... Dans le fond, là, j'aime bien dire qu'il y a autant de chemins de Compostelle qu'il y a d'adresses en Europe. Parce que le principe, à l'époque des pèlerins, ils partaient de chez eux, puis ils se rendaient vers Compostelle. Donc, chez eux, je veux dire, il y a différentes adresses. Hein? Donc, sur cette carte, je te parle, là, il y en a plein là, de chemins. Là. Écoute, on pourrait passer là, la journée, la nuit là, à parler des différents chemins. Je vais te concentrer sur 3 chemins en particulier. OK? Donc, le 3e chemin le plus fréquenté à Compostelle, c'est le chemin du puits, la voie du puits ici, okay? Qui part du Puy-en-Velay. Et cette voie-là se termine à la frontière de la France et de l'Espagne. Donc, c'est environ, là, j'arrondis, 800 km. Le 2e chemin le plus fréquenté, c'est le chemin portugais à partir de Porto, le central qu'on appelle. Parce qu'il y en a 2 autres, même 3 si on parle de Lisbonne. Là. Je vais y revenir. Et le chemin le plus fréquenté, je pense que tu l'as deviné, la ligne est épaisse puis est rouge, c'est le Camino Frances qui part au pied des Pyrénées, à la frontière de la France et de l'Espagne, et qui s'en va jusqu'à Santiago, jusqu'à Saint-Jacques. OK? Donc ça, c'est le chemin le plus fréquenté. Fait que déjà là, je t'explique quelque chose. La grosse barre rouge que tu viens de voir, j'ai-tu dit le mot fréquenté? C'est là qu'il y a plus de gens. Si toi, tu es anxieux, tu es inquiet, c'est ta première fois et tout, souvent, c'est la meilleure place pour commencer. OK? Oui, ça va répondre à tes besoins. Les villages sont plus proches, il y a plus de services. Tu vas être un petit peu moins dépaysé, tout dépendant d'où tu arrives dans le monde. Mais si ce n'est pas ton premier chemin, mais ça, si ce n'est pas ton premier chemin, tu n'es peut-être même pas là finalement. Mais je l'explique pour ceux
que ça pourrait... vous êtes encore peut-être à votre premier, mais votre deuxième, troisième, quatrième, parce qu'à un moment donné, ça s'accumule, ces affaires-là. Là, peut-être, vous dites, ah, OK, je me suis donné une bonne base, je sais comment ça marche maintenant, je suis capable de faire un autre chemin ailleurs où il va y avoir moins de gens, moins fréquentés. C'est normal que les premières fois, on aime aller à un endroit où il y a un peu plus de gens pour nous rassurer. OK? Mais, dans le fond, les 3 chemins que je viens de vous dire là sont des chemins qui va y avoir plus de gens, donc vous allez être moins déstabilisés. Là, je n'ai pas parlé de tous les autres. Là. La voie de Paris ou de Tours, Vézelay, Arles, la Via des Plata, Camino del Norte, Chemin de Lisbonne. J'en parle pas parce que vous n'êtes pas là pour l'instant. Peut-être 1 ou 2 % de gens qui me regardent présentement, ça pourrait peut-être les intéresser. C'est correct, allez-y, allez fouiller. Là. Puis déjà, ça va régler, tu sais, l'atelier d'aujourd'hui, c'est des chemins qui sont moins fréquentés. Il n'y aura pas de problème pour les hébergements. Mais non, on avance puis on y va avec les solutions. Déjà, tu viens de comprendre que le chemin avec la grande barre rouge, qui est le Camino Frances, juste ici, est plus fréquenté. Donc, déjà, tu sais que, OK, fait que si je marche au Portugal, c'est moins fréquenté. Donc, peut-être moins des hébergements un petit peu moins achalandés. Donc, OK, ça me stresse un peu moins. Ou encore la voie du puits. Même principe. OK? Alors ça, déjà, ça nous aide là-dessus. Mais là, après ça, là, c'est une question de période aussi. Je pense qu'on sait, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres en Europe, mais que nos épiceries, là, on fait ça généralement le jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Les magasins sont plus achalandés. Ce qui est flyé, là, c'est qu'il reste 3-4 autres journées. Hein? Le reste de la semaine, on peut faire notre épicerie où il y a pas mal moins de monde dans le magasin. Ben, c'est le même principe avec Compostelle. Il y a des périodes où c'est plus achalandé, puis il y a d'autres périodes où ça l'est moins. Période la plus achalandée, ben, c'est normal, tout le monde veut avoir ça, mais est-ce que c'est l'idéal? Tiens, regarde, je te présente un beau tableau ici qui arrive du Bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il date de 2019, mais ça ne change pas bien ces petites bêtes-là. OK? Voici la statistique qui vous démontre c'est quand la période la plus achalandée, où il y a le plus de départs de Saint-Jean-Pied-de-Port. Rappelle-toi, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est la grosse barre rouge que j'ai montrée tantôt. OK? Le Camino Frances. Donc, il y a plus de gens qui vont partir au mois de mai et au mois de septembre de Saint-Jean-Pied-de-Port. OK? Pendant tout ce mois-là, donc, tu as plein de gens qui avancent. Beaucoup de gens. Une grosse tranche du 400 000 que je t'ai montré tantôt. Donc, ça se peut que pendant cette période-là, de plus en plus achalandée, que tu arrives dans des villages où, oups, faut que tu fasses 2-3 hébergements où tu pousses au prochain village pour être certain d'avoir une place pour dormir. C'est simple. S'il y a bien du monde à l'épicerie samedi puis dimanche, va faire ton épicerie lundi, mardi. Genre. Alors, pourquoi y aller en mai et en septembre, alors qu'on pourrait peut-être partir plus en avril, hein? Peut-être même en juin. On va éviter juillet-août généralement quand même, Compostelle, parce que c'est assez chaud. Puis pourquoi pas octobre-novembre. Puis là, je vais en parler tantôt, pourquoi pas le reste de l'année également. Hein? Vous savez, généralement, mon plus récent voyage, j'étais au Portugal et j'étais là en plein mois de janvier. Magnifique. C'est sûr que quand on vient d'Amérique du Nord et qu'on parle de décembre, janvier, février, on voit la tempête de neige. Et même si on est européen, ben on est moins habitué à ces températures-là. Mais pour les gens du Québec, aller marcher à Compostelle entre novembre et le mois de mars, c'est génial. C'est des températures entre 5 et 15 degrés. Il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de marcheurs. Il y a donc moins d'hébergements, c'est normal. Là, dire. Mais il y en a. Il faut juste se réajuster, c'est tout. C'est juste un ajustement différent. Personnellement, je vous déconseille, moi-même, j'ai plus le goût d'aller
y aller quand il y a trop de monde. C'est comme aller à l'épicerie. Ça te tente-tu d'attendre 10 minutes dans la ligne pour payer ton épicerie? Ben, bon, tu ne feras pas une ligne là. Ben, tu peux en faire pour ton hébergement. Alors, évitez ces périodes-là très achalandées, genre du mois de mai et du mois de septembre. Là, vous me dites, peut-être, pourquoi pas l'été, Pascal? Oui, parce que l'été au Québec, entre autres, c'est pas si pire, on peut l'absorber. Mais en Espagne, c'est un peu plus chaud. Quoique, j'ai souvent des gens qui me rencontrent qui disent, ah, mais moi, je suis capable de vivre avec la chaleur, j'aime ça. Ou il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui sont dans des pays chauds, humides, puis bon. Ben, l'été, ça peut être intéressant également, là, parce que généralement, les gens l'évitent pour les raisons que je viens de dire, comme ils évitent l'hiver parce qu'ils pensent que c'est très froid et pourtant. Certains endroits, il faut se dire les choses, il ne faut pas oublier ça, je sais, là. Certains endroits, surtout en Espagne, on va peut-être contourner, parce que là, c'est les montagnes, comme les Pyrénées. En plein hiver, on ne va pas monter les Pyrénées. Hein. De un, c'est dangereux, puis c'est fermé. Donc, on va contourner la montagne. Un autre endroit, comme juste après Ponferrada, dans le coin de Osobrero et Alto do San Roque, on va contourner également par un autre chemin. Mais c'est pas grave, ça se fait. Donc, tu ne vas pas te retrouver en haut de la montagne dans la neige. Alors ça, c'est important de le savoir, la période. Choisir une période qui est moins achalandée. Fait arrêtons de dire « Ah, oh, mais Compostelle, c'est très occupé et tout, mais ça ne l'est pas 12 mois par année. » Il y a des moments où peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'y aller. Donc, les saisons moins achalandées, ça, c'est une bonne idée également de le choisir. Je viens de le montrer, là, c'est quand l'idéal. Autre truc peut-être que tu veux éviter, ça, généralement, ça se fait bien, ça se fait par automatisme. Là où il y a le plus de gens à Compostelle, c'est en plein été. Deux raisons. Les touristes réguliers qui se promènent en auto, que nous sommes tous aussi des fois, là, les touristes réguliers vont visiter Compostelle plus en été, juin, juillet, août. C'est pas des marcheurs, c'est pas des pèlerins, mais ils viennent visiter. C'est beau, là, visiter. Je veux dire, j'y étais encore il y a quelques mois en plein hiver, puis il y avait des gens qui venaient visiter pour voir, là. C'était très bien, là. Mais en plus de ça, le phénomène des 100 derniers kilomètres. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ça, les 100 derniers kilomètres? Je vais te montrer ça. Ça se passe surtout en été. Les 100 derniers kilomètres, bon, tout d'abord, il faut expliquer pourquoi les 100 derniers kilomètres. Parce que pour recevoir sa Compostela, son certificat, son diplôme de Compostelle, il faut avoir fait uniquement les 100 derniers kilomètres. Ça, sérieusement, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique ça, là, parce que... Mais bon. Ça a l'air qu'ils aiment ça, eux autres, en Espagne comme ça. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire uniquement les 100 derniers kilomètres et qui vont avoir leur diplôme. Parce qu'en Espagne, c'est très prisé, surtout par les jeunes, d'avoir accompli Compostelle. Bon, ils font 4 jours, on les ramasse à petite cuillère à la fin, mais ils ont fait Compostelle. Ça, ce qui arrive, c'est que les 100 derniers kilomètres, surtout à la fin août, début septembre, c'est un petit peu moins chaud. Puis avant l'entrée scolaire, les jeunes, beaucoup d'Espagnols, vont se retrouver à faire les 100 derniers kilomètres. 100 derniers kilomètres, c'est à partir surtout ici là, du village de Sarria. D'ailleurs, Sarria, c'est l'endroit, le village, où il y a le plus de départs à Compostelle. OK? Donc, les gens partent de Sarria, ils font les 100 derniers kilomètres. Donc, de un, on ne veut pas être ici en même temps, comme je disais, la fin août, début septembre, et se retrouver non plus à Compostelle à peu près à cette période-là. Tellement achalandé que, dans un sens, c'est agréable, parce que dans tout défi dans la vie, il y a toujours des occasions qui se présentent. À cause de ça, il y a un ancien chemin qu'on avait mis de côté, oublié, qui est en train de renaître. Et ça, c'est le fun. Une alternative à Sarria. Parce que Sarria, que je viens de vous présenter, quand on continue par là, ben, on passe justement par les sommets que je disais tantôt, Alto do San Roque, Osobrero. Et les pèlerins à l'époque, qui marchaient 12 mois par année, ben, ne voulaient pas aller marcher dans la montagne, dans la neige. Donc, faisaient un contour qui étirait un petit peu le passage, mais c'est pas grave, qu'on appelle aujourd'hui le Camino Invierno, pour hiver. Donc, sur la carte que je vous ai, elle n'est pas là parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore extrêmement populaire, quoique il y a des hébergements et tout, là. Mais c'est une très, très, très belle alternative qui part de la ville de Ponferrada ici et qui fait comme un parallèle plus au sud, comme ça,
et qui va nous amener à Compostelle. Comme je disais, ça va peut-être donner un jour ou deux de plus, mais c'est une belle façon aussi d'éviter des hébergements trop achalandés et surtout quand on a marché peut-être 100, 200 kilomètres avant ou 300 ou 500 si on arrive de Saint-Jean-Pied-de-Port et là de se retrouver dans une masse des 100 derniers kilomètres en faisant ce détour, cette variante, ça nous permet d'être encore plus dans le calme et de bien vivre son chemin. Donc ça, c'est une autre façon d'éviter d'avoir des problèmes dans des problèmes de surabondance, si on veut, dans les hébergements. Autre truc aussi, à travers tout ça, c'est que même si vous me dites que vous y allez dans la saison forte, okay, parce que vous n'avez pas le choix pour tout le temps. Un autre truc très intéressant également, c'est que souvent, les guides, là, les guides papier ou les guides électroniques, nous suggèrent des étapes des villes. Moi, de base, je vous dirais, ne suivez pas ça. Faites votre propre guide, votre propre itinéraire. Choisissez le nombre de kilomètres que vous voulez faire, parce que des fois, ces guides-là vous proposent même là, une journée de 30 kilomètres. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Parce que généralement, on nous amène d'une ville, d'un point fort à un autre point fort, même une ville touristique. Puis pourtant, entre les deux, il y a plein d'alternatives, surtout sur les grands chemins comme Camino Frances. D'autres chemins comme la Via des Plata et tout ça, peut-être pas, mais il y a déjà moins de monde, fait qu'on ne s'inquiète pas là-dessus. Donc, le truc, c'est de faire son propre cheminement, pas obligé de suivre le guide. Et quand vous arrivez, ça m'est arrivé à quelques occasions d'ailleurs, puis c'est un truc que je vous partage, là. Quand vous arrivez à une grande ville, des fois une grande ville, ça peut être Léon, Burgos, une grande ville, ça peut être intéressant à visiter, mais on n'est pas tout à fait là pour visiter, on est là pour nous, puis se faire du bien. Donc, d'arrêter juste le village avant ou le village après. Parce que, on se comprend que la majorité des gens vont vouloir aller à la grande ville, voir la ville. Vous allez y passer le lendemain ou vous allez y passer pendant la journée. Et les gens ne pensent pas d'arrêter juste avant ou juste après. Ou là, très, très souvent, sans être complètement vide, moi, j'ai encore un bel exemple. Je suis allé dans un hébergement qui était pratiquement neuf, qui était juste avant une grande ville, juste après une grande ville, et il y avait 3 étages, il y avait juste un étage qui avait des gens, puis ça, c'était un de mes chemins sur le Camino Frances à la fin août, début septembre, où c'est censé être il y avait beaucoup de monde, là. Mais cet hébergement-là était prêt au tiers seulement. Alors ça, c'est un truc que je vous partage. Vous pouvez évidemment éviter les grandes villes et poursuivre donc au village suivant. Autre truc aussi, on en a parlé un peu en ouverture, on a vu ça, c'est possiblement d'éviter les années jacquaires. Hein? Les années où la fête de Saint-Jacques tombe le 25 juillet, un dimanche. Parce que, tiens, on va revoir la carte que je suis en train de vous présenter. Parce que si, dans le passé, si la dernière année jacquaire, là, qui était 21-22, a eu 400 000 personnes, puis si on voit que les années jacquaires, il y a toujours une explosion, là. La prochaine année jacquaire, elle est en 2027. Si ça continue la tendance comme ça, coudonc, on va-t-il être rendu à 1 million de personnes? Je ne suis pas certain que ça vous tente d'aller marcher Compostelle avec 1 million de personnes. Non, mais quoi, pas rendu là, on ne peut pas deviner, là. C'est dans quelques années, tout ça, là. Mais ça serait autre chose. Là, on parlerait vraiment de tourisme de marche, puis je suis certain qu'on commencerait à limiter les gens. Mais pourquoi attendre ça? Vous pouvez vous-même faire votre tracé, puis pas vous garrocher dans la masse, finalement. Alors, évitez les années jacquaires si ce n'est pas extrêmement important pour vous, une année jacquaire. Donc, je le disais tantôt, parmi les solutions, de plus en plus de gens à Compostelle font le Camino Frances. Ils vont partir au mois de mai ou au mois de septembre. Donc, de faire le Camino Frances, c'est très correct, mais peut-être pas le mois de mai et le mois de septembre non plus. Peut-être que c'est l'idéal de choisir un autre moment dans l'année. Le mois de mai, le Camino Frances, juste un rappel, la grande ligne rouge ici. Donc, choisir un autre moment. Et puis, d'éviter
possiblement là, d'y aller à la fin août, début septembre, parce que là, il y a beaucoup, surtout les 100 derniers kilomètres, vont être très, très, très achalandés. Alors, j'espère que ça vous a éclairé pour savoir comment éviter de vous retrouver dans des hébergements qui sont trop achalandés ou complets. Je ne sais pas si vous attendiez vraiment quelque chose de 30 secondes. Non, c'est plus large que ça. Il faut vraiment que je prenne le temps de tout vous expliquer, de voir le portrait au grand complet pour pouvoir avoir tous les petits côtés, finalement, les nuances pour faire un bon choix. Puis je vais terminer avec ceci. Évidemment, ça, c'est un sujet que je parle d'hébergement trop complet, surtout pour Compostelle. On ne peut pas vraiment parler de ce problème-là au Québec. Alors, une autre alternative, pour vous les Européens, ou encore les Québécois, qui avaient juste le mois de mai ou le mois de septembre pour prendre vos vacances, je ne sais pas, vu que c'est des gros mois très achalandés à Compostelle, pourquoi pas les faire au Québec, sur le chemin du Québec, qui est un chemin qui gagne à être connu finalement et qui va vous offrir une expérience très enrichissante également. Mais ça, je ferai du pouce là-dessus dans d'autres, puis j'en ai déjà parlé, hein, dans d'autres ateliers sur le chemin du Québec parce qu'il est loin d'être achalandé, il est au début et c'est peut-être justement le bon temps de le découvrir. Le chemin du Québec, présentement, c'est peut-être la version 1988 ou 86 même de Compostelle. Et un jour, peut-être, on le verra autrement, mais c'est une belle alternative là-dessus. Alors voilà, donc en résumé, certains chemins à éviter à certaines périodes de l'année. Il y a plus qu'un chemin, donc vous n'êtes pas obligé de tous vous garrocher au même endroit. Puis mon meilleur exemple était celui de l'épicerie. C'est pas parce que l'épicerie est pleine le samedi, le dimanche qu'on ne peut pas y aller à un autre moment de l'année. Donc pour éviter les hébergements trop achalandés ou encore complets à Compostelle.